Thank you for the invitation. It's a very good pleasure to exchange some ideas and information from different countries, in particular from Italy, and good occasion to learn something from other situations, other countries. We have in our policy, in our school inclusive policy, we have three big milestones. The first one is the statual law that includes all students with disability in normal classes. But in 2010, we have another law that give the right to students with learning disability to have a personalization and in teaching and formal evaluation. You can see the normal classification of learning disabilities. And 2 years ago, we have another law, another regulation that open the quantity and the quality of students that have the right to personalization, not only, for example, attention deficit hyperactivity disorder with medical or psychological diagnosis, but also, this is a very important point for us, also, mais c'était également important pour nous de voir aussi les problèmes émotionnels et comportementaux et socioculturels qui sont reconnus et qui sont évalués à partir de l'enseignant et non pas à partir de l'attitude médico-sociale. Donc, nous avons eu un changement important au niveau de notre appréhension des problèmes. Il fallait que tous les d'un point de vue pédagogique, une évaluation de ces déficiences et donc il fallait prendre l'évaluation sur une base non seulement pédagogique mais également sociale et médicale. Donc nous avons dû essayer en fait de passer à trois éléments importants. D'abord la dimension structurelle, une dimension structurelle, et dans ce cas, on a utilisé les données des étudiants, mais aussi des professeurs, des membres de l'enseignement. Également, nous avons essayé d'évaluer les processus d'intégration, et donc je vais ici m'attacher à des activités aussi bien périscolaires qu'extrascolaires, et voir ensuite quels sont les résultats, c'est-à-dire par exemple au niveau des résultats après des efforts d'orthophonie, donc la possibilité d'intégration sociale et dans l'école des enfants avec ces déficiences. Donc on va utiliser bien sûr les données officielles du ministère et donc faire une analyse fine des statistiques, ce que nous avons réalisé l'année dernière, ou tout au moins cette année, à partir des données de l'année dernière. Donc, vous voyez un petit peu là l'horizon temporel que nous avons, qui a été notre horizon d'observation. Nous voyons une augmentation régulière du nombre des étudiants concernés et le pourcentage des étudiants présentant des handicaps ou déficiences. Tout cela, bien sûr, extrait des données générales que nous possédons en Italie. Alors, s'agissant bien sûr du nombre d'étudiants avec des déficiences d'apprentissage, nous le connaissons parce que la loi en fait a été promulguée en 2010 et donc pour la première fois vraiment nous avons le pourcentage d'étudiants concernés par ces déficiences et vous voyez que le pourcentage est de 2,1. Une chose tout à fait importante chez nous qui est probablement très différente
des autres pays, c'est que l'Italie est un pays très allongé, hein, du nord au sud, et donc les choses sont différentes. Et donc vous voyez la diversité, car vous avez 3, 4 dans la région au nord et à l'est, et nous avons 9 dans le sud, donc la différence est énorme. Et donc on a essayé de comprendre pourquoi il y avait une telle différence et pourquoi il y avait moins dans le sud que dans le nord. Donc nous avons essayé de comprendre également le fondement du pourcentage d'étudiants qui a été pris en compte depuis les 2-3 ans d'application de la loi. Et vous voyez qu'il y a un décalage extrêmement important entre l'école primaire et en particulier l'école primaire et le collège, c'est-à-dire jusqu'en 3e. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait important pour nous, parce qu'au collège, au premier niveau du collège, c'est là où se situent les plus grandes difficultés, car leur dyscalculie, les désordres de toutes sortes deviennent très significatifs, et surtout pour les professeurs qui n'arrivent pas finalement très bien à gérer les choses. Et donc, c'est le moment où le diagnostic est très important. Dimension structurelle. Donc, nous considérons comme très important également le nombre de professeurs qui peuvent apporter un soutien. Donc le pourcentage sur tout le corps enseignant. Et vous voyez également la progression de ce pourcentage au fil des années. Donc, maintenant, nous avons 15,1 de tous les professeurs en Italie qui peuvent être des professeurs de soutien. Alors, quels sont les enseignements que nous pouvons déjà tirer à partir des données que nous avons recueillies? C'est qu'il faut d'abord qu'on comprenne et qu'on suive les causes de cette croissance dans le nombre d'étudiants présentant des déficiences. Alors, les causes réelles, et en particulier l'augmentation des étudiants ayant des désordres et des déficiences plus générales, et comment est-ce que l'on pourrait les amener du collège à un niveau supérieur d'éducation, et peut-être même à l'université. Donc, il y a l'aspect pourcentage là qui joue un grand rôle. Nous voyons énormément de distorsions au niveau des situations dans lesquelles se trouvent les écoles lorsqu'il s'agit de recruter des enseignants supplémentaires, parce qu'en fait, le seul outil de diagnostic à la disposition de ces écoles, c'est bien d'utiliser les connaissances des enseignants. Donc, en fait, il nous faut avoir plus d'enseignants capables de poser ce diagnostic. Ensuite, il faut quand même essayer de faire le suivi du processus, et en particulier le processus d'enfants qui quittent la classe et qui quittent dans le processus qui conduisent à un échec scolaire dans les niveaux au-dessus des écoles primaires. Donc, il faut suivre ce que font les étudiants, enfin les élèves, aussi bien en périscolaire qu'en extrascolaire, le temps qu'ils passent à l'intérieur de la classe et ce qu'ils font à l'extérieur de la classe. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent s'aider eux-mêmes? C'est-à-dire que dans les écoles primaires, il y a des pourcentages qui sont assez remarquables. En école secondaire, 23 et 4. Mais si vous passez au niveau inférieur, c'est-à-dire aux déficiences les plus lourdes en école primaire, la situation se trouve être modifiée, et modifiée encore plus fortement
dans les écoles secondaires, c'est-à-dire les premiers niveaux du collège. Les modifications là apparaissent de façon très dramatique. On a 9 ou 10 heures des élèves passés à l'extérieur de l'école. Alors, nous avons regardé le processus d'intégration et nous avons trouvé que nous avons 55% des élèves en situation, disons, dont le dosage est que 30% de leur temps est passé à l'extérieur de l'école. Et donc, c'est pour nous un gros problème parce qu'il nous faut comprendre les causes et de ce processus qui est en cours et la valeur que nous devons lui attacher. Nous avons quelque chose de positif dans certains cas parce que on voit qu'il y a des projets qui se font avec les élèves aussi bien déficients que les autres et aussi bien à l'intérieur de la classe qu'à l'extérieur. Et ça, mais par contre, on a de temps en temps des processus qui conduisent à sortir les élèves d'une classe car l'enseignant n'est pas capable de gérer la situation posée par ces élèves déficients, ce qui est évidemment un problème. Donc, alors nous avons un trou noir quant aux résultats, car là je vais passer directement au trou noir que nous ressentons, qui est que les élèves à l'extérieur, qui sont à l'extérieur de la classe, évidemment ne voient pas leurs camarades dans l'après-midi s'ils sont venus jusqu'à le matin à l'école seulement. Et évidemment, les camarades ne les voient pas non plus, donc ils sont aussi dans une situation un petit peu difficile, pas aussi difficile que pour les élèves déficients. Donc il y a également des résultats sociaux à mesurer en plus que des résultats académiques, mais nous voyons que que la situation des élèves déficients qui sont toujours dans la classe sont meilleurs que ceux qui sont souvent à l'extérieur de la classe. Et donc, ceci en résultats aussi bien sociétaux que résultats d'apprentissage. Donc, pour en terminer, je dirais qu'il faut que nous élargissions en fait nos pratiques d'évaluation, mais en prêtant attention et écoute à tous, n'est-ce pas? Et donc, ce qu'il faut, c'est que nous construisions l'instrument qui nous permettra de comprendre les élèves lorsqu'ils nous parlent et de leur parler pour juger de leur niveau d'intégration. Donc, le système d'évaluation, en fait, est en train de se développer en Italie pour une auto-évaluation des pratiques scolaires. Mais ce que nous devons faire, c'est que les écoles, donc toutes les écoles, doivent faire leur propre évaluation. Et qui vient s'ajouter bien sûr à une évaluation externe, bien que ce soit difficile pour les enseignants d'accepter une évaluation interne. Mais c'est un outil que nous lançons actuellement et voilà où nous en sommes. Voilà la bibliographie qui m'a aidé à préparer cette présentation.